Super! J'adore voir tous vos merveilleux visages aujourd'hui. Bienvenue à ce webinaire sur le soin axé sur le traumatisme sur le campus en matière de santé et de violence sexuelle. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Pour commencer, la séance d'aujourd'hui fait partie d'une série de conversations sur ces enjeux urgents, des pratiques prometteuses et des stratégies pour faire face à la violence basée sur le genre dans un contexte de campus. Je serai ici avec Amal Elmi, Laura et Hilary Swan qui ont travaillé à rédiger Accessing Campus Healthcare, a guide for gender-based violence survivors and promising practices for healthcare professionals working on gender-based violence survivors. Ces manuels sont maintenant disponibles gratuitement et peuvent être téléchargés à partir du Knowledge to Act Knowledge Center. N'hésitez pas à explorer ces différentes ressources pour voir lesquelles vous conviennent le mieux. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? Je veux reconnaître que notre travail se déroule sur les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones. La violence sexuelle est seulement une des manifestations du colonialisme. Si vous n'avez pas encore lu son travail sur la culture du viol et la décolonisation sur les campus, on vous recommande fortement. Et nous aimons mentionner cela à chaque rencontre, que notre travail se déroule sur et à travers les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones. La terre sur laquelle je me trouve aujourd'hui, les territoires des Mississaugas du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat, et abrite aujourd'hui de nombreuses et diverses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Toronto est recouvert par le traité 1, un accord signé par les Mississaugas du Crédit, et par les traités Williams, signés avec plusieurs bandes des Mississaugas et des Chippewas pour partager pacifiquement les ressources et en prendre soin. Cet accord a été rompu par les colons européens. Le processus de colonisation au Canada est au cours des 2 derniers siècles a donné lieu à un génocide systématique contre les peuples indigènes autochtones de ce territoire. Ces actes de colonisation et de génocide se poursuivent aujourd'hui avec la stérilisation forcée des femmes autochtones, l'épidémie de disparition et de meurtre des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones, la surreprésentation des enfants autochtones dans les centres d'accueil, la criminalisation des peuples autochtones qui se traduit par une surreprésentation dans les prisons, ainsi que le racisme environnemental et le vol des terres des personnes autochtones. Alors que nous nous rassemblons pour répondre aux expériences de violence sexiste, nous devons reconnaître qu'il s'agit d'une lutte décoloniale. Elles ne peuvent être séparées. Soutenir la décolonisation et la souveraineté autochtone est essentiel pour travailler à une culture de consentement et de responsabilité. Aujourd'hui, nous passerons à l'action en invitant toutes les personnes ici présentes à lire les appels à la justice au sein de Reclaiming Power in Place, le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Si vous voulez en apprendre davantage sur comment votre institution peut répondre à ces appels à l'action, vous pouvez télécharger la feuille de travail en cliquant sur le lien dans le chat. Possibility Seeds dirige le projet Courage d'agir. Nous sommes un cabinet de conseil de premier plan en matière de changement social dédié à la justice, l'équité et à l'inclusion en matière de genre. Nous croyons que des lieux de travail, organisations, institutions sûres et sécuritaires sont possibles avec plus de 20 ans d'expérience de travail avec des organisations communautaires, gouvernementales, des institutions privées et publiques. Nous nous soucions profondément de l'impact de notre travail en société. Courage d'agir est une initiative nationale pluriannuelle visant à lutter contre la violence sexiste et à la prévenir sur les campus secondaires au Canada. Elle s'appuie sur les recommandations clés au sein du rapport vital de Possibility Seeds Courage d'agir, développer un cadre conceptuel pour faire face à la violence basée sur le genre. Notre projet est la première collaboration nationale en ce site à rassembler plus de 170 experts, défense presse et leaders d'opinion au Canada pour lutter contre la violence sexiste. Je tiens également à prendre un moment pour remercier nos bailleurs de fonds. Notre projet est rendu possible grâce au soutien au financement généreux du ministère pour les femmes et l'équité du genre et du gouvernement fédéral du Canada.
Ce travail peut s'avérer difficile. Nombreux d'entre nous peuvent avoir vécu leurs propres expériences de violences sexistes et du soutien aux personnes que nous aimons et dont nous nous préoccupons qui ont subi des violences. Un petit rappel ici d'être attentif au bien-être de tous et toutes alors que nous nous engageons dans ces conversations difficiles. Vous pouvez consulter la section sur les soins personnels de notre site web de partage des compétences ou visiter notre salle soins de soi en cliquant sur le lien dans le chat. Une note rapide sur l'inclusion et l'accessibilité. Les participants et participantes peuvent voir les sous-titres en direct de cette séance en cliquant sur le lien dans la boîte de chat. Vous pouvez aussi écouter cette séance en français. À la fin de la séance, vous trouverez un lien vers un formulaire d'évaluation. Nous vous serions reconnaissantes de prendre quelques minutes pour nous en faire part de vos commentaires car ils nous aident à nous améliorer. Ce formulaire est anonyme. Après la session, nous vous enverrons également par courriel une copie du formulaire d'évaluation et un lien vers l'enregistrement afin que vous puissiez le visionner à nouveau. Avant de vous présenter les auteurs, pardon, Madame Khan parle trop rapidement pour votre interprète. J'ai maintenant hâte de vous présenter à nos panélistes. La première personne est Emal Elmi. Elle est coordonnatrice de l'éducation et des services en matière d'équité au Centre de soutien aux victimes d'agressions sexuelles à l'Université Carleton et elle est co-responsable du groupe de travail sur l'intervention et le soutien de Courage to Act. Amal travaille sur de nombreuses ressources. Nous sommes vraiment heureuses qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Il y a aussi Hilary Swan, qui est conseillère en matière de soutien aux victimes d'agressions sexuelles sur le campus et dessert la communauté des 3 campus de Fredericton en partenariat avec la violence sexuelle Nouveau-Brunswick. Elle est aussi coordonnatrice du projet Courage d'agir depuis 2019. Nous avons aussi Laura Murray, qui est coordinatrice du projet Courage d'agir. Merci beaucoup d'être avec nous pour pouvoir nous aider à fournir cette ressource. Je suis Pardon. Et moi-même, je m'appelle Farah Khan. Je me suis déjà présentée. Je suis directrice générale de Possibility Seeds et directrice générale du projet Courage to Act et co-directrice du groupe de travail sur la réponse et le soutien de Courage to Act. Et maintenant, Amal, j'aimerais te passer la parole. À toi. Merci beaucoup, Farah. Comme Farah le mentionnait à l'instant, les manuels sont disponibles et téléchargeables à partir du site web de Courage to Act. Je voulais juste vous donner un petit survol des premiers manuels qui sont sur les pratiques prometteuses pour les professionnels de la santé qui travaillent avec des personnes survivantes de violences sexuelles. C'est un manuel très généreux pour les personnes qui pratiquent dans le milieu de la santé. Même si vous travaillez à un cabinet de réaction aux violences sexuelles dans un campus, ça peut être très, très utile de parcourir ce formulaire, ce manuel, en fait, qui parle de nombreux différents enjeux, présente différents termes importants et aborde le soin sensibilisé autrement et apporte aussi la question de comment appliquer ces pratiques sur un point de vue interpersonnel avec ses clients et comment approcher le soin du point de vue organisationnel pour que dès l'étape du recrutement, on puisse centrer les valeurs importantes du travail dans le processus. On voulait déjà vous montrer la première partie du manuel et on en parlera davantage plus tard. Mais nous aimerions être en mesure de s'engager ensemble ici à poursuivre les propositions de ce manuel. Je crois qu'il contient des propositions très importantes et je crois qu'après ce webinaire, on pourrait prendre la décision de vraiment utiliser ce manuel comme une base de réflexion non négligeable pour nos pratiques à l'avenir. Nous aimons beaucoup cette situation du manuel de 2014 parce que ça représente bien l'intention derrière des manuels séparés pour les professionnels de la santé et pour les personnes qui font du travail administratif dans les cliniques. Et la citation, c'est « Le travail sensible autrement, c'est de reconnaître la prévalence du traumatisme lorsqu'on travaille à déterminer les causes de base de la violence et de l'abus tout en fournissant des services de soutien aux survivantes. »
Donc, la deuxième partie de ce manuel est conçue spécifiquement pour les personnes qui ont déjà vécu de la violence basée sur le genre. On reconnaît que les survivantes existent dans de nombreux secteurs et les personnes professionnelles de la santé ont différents niveaux d'expérience avec ce sujet. On reconnaît que des individus qui viennent de communautés marginalisées peuvent être exposés à des événements déclenchants ou retraumatisants. Ce manuel est conçu pour aider les personnes survivantes à réfléchir à leurs limites, à différentes stratégies de protection qui pourraient rendre leur processus de réclamation de justice un peu moins dangereux et un peu plus facile pour eux. Donc, on a 3 sections différentes de choses que les personnes survivantes peuvent faire avant, durant et après la visite avec un service de consultation. Et dans les prochaines minutes, on va pouvoir explorer chacune de ces différentes étapes et stratégies de manière à les décortiquer ensemble. Super! Oui, c'est vraiment bien de vous voir nommer un peu les différents manuels. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils soient séparés pour qu'on puisse avoir des objets spécifiques à aborder selon chaque manuel. Hilary, j'aimerais t'entendre parler de comment ce projet est né. Je sais que toi et moi avons fait un comité de consultation et que ça faisait partie des premières initiatives qui avaient été mentionnées et tu as pris ce projet sous ton aile pour les 2 premières années de son existence. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Cette idée autour du soin tenant en compte les traumas liés à la violence sexuelle traîne dans ma tête depuis longtemps. Il y a quelques années, j'ai été cliente dans un point de service de santé et je suis sortie du cabinet de mon médecin parce que j'avais reçu un soin très axé sur la spécificité de mon trauma et ça avait été le jour et la nuit, en fait, d'avoir des options, d'avoir des explications en profondeur et ça a été une expérience complètement révolutionnaire en matière de soins de santé et ça m'est vraiment resté en tête. Et donc, quelques années plus tard, j'ai obtenu le privilège de travailler avec les personnes survivantes dans un rôle de soutien de base et en les voyant naviguant le système de soins de santé, j'ai pu voir que l'expérience positive que moi j'avais eu la chance d'avoir n'avait été en fait une occasion plutôt rare. Donc, nous avons fait une étude dans le contexte de nombreuses institutions d'éducation postsecondaire du pays et nous avons vu quelles étaient les forces et les faiblesses des différentes euh, politiques en matière de réaction à la violence sexiste sur les campus. Et on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de politique centrale ou répandue de gestion des cas de violence sexuelle. Donc, nous avons dû reconnaître comment les personnes qui donnent des points de service de soutien aux personnes survivantes peuvent être essentielles au bien-être d'une institution d'éducation. Et nous avons aussi pu commencer à réfléchir activement à comment fournir des soutiens plus concrets aux personnes survivantes, ressources que les personnes qui sont déjà embauchées dans les cliniques sur les campus n'avaient peut-être pas déjà eu accès à découvrir et à proposer. Donc voilà, oui, Hilary, nous avons une grande chance de l'avoir avec nous depuis les 2 premières années de ce projet et Amal, Anouth et moi-même avons pu, après, nous impliquer et prendre le flambeau. Donc, ça a été vraiment un processus collaboratif et ça nous a permis d'avoir une conversation sur comment centrer les personnes le trauma des personnes, comment nommer les besoins des personnes, premièrement, les premières concernées. Une autre question que je voulais vous poser, c'est, Laura, Amal, les personnes survivantes auxquelles vous faites affaire ne font pas toujours affaire aux points de service de santé sociaux. Comment faire pour pouvoir leur offrir un plus grand éventail de services? Amal? Oui, c'est un enjeu qui me préoccupe beaucoup. Lorsque je rédigeais ce manuel au cours des 2 dernières années, j'ai réalisé à quel point c'est un besoin urgent et réel. De nombreuses personnes des communautés marginalisées, typiquement, ont des services de moindre qualité. Et ça peut être aussi grave que de ne pas se faire croire, de se faire
diminuer, de ne pas être reconnu, de ne pas recevoir un rendez-vous de suivi. Et certaines personnes sont forcées à demander plusieurs fois à voir un spécialiste ou un expert qui est en mesure de fournir le soin dont on a besoin. Donc, c'est un besoin de lutte constant pour pouvoir obtenir les soins auxquels on a besoin et dont on mérite. Ça peut être très traumatique et donc c'est quelque chose qui me tient toujours en tête. Je crois que dans nos vues personnelles, il y a cette lutte constante pour pouvoir obtenir du soutien. La moitié des rendez-vous auxquels je me rends, c'est simplement pour demander des choses dont j'ai besoin. Donc, la qualité des soins de base gagne vraiment à être vue pour être plus sécuritaire, plus avenante. Et donc, la première partie du guide fait effet de cette hésitation et comment ce n'est pas personnel. Et je crois qu'il y a même des personnes dans l'appel qui travaillent peut-être dans des cabinets de réaction à la violence sexiste sur les campus. Vous verrez souvent que oui, j'ai déjà vécu ce type de situation, je ne veux pas avoir à le revivre. Donc, je crois qu'il faut prendre en compte qu'il y a de nombreuses différentes couches de traumatisme qui sont souvent ancrées dans des formes de racisme, colonialisme, capacitisme, homophobie, transphobie. Et donc, sachant cela, comment commencer à bâtir un lien de confiance? Ça peut prendre énormément de temps. Et donc, voici quelques-uns d'éléments qui m'apparaissent en tête, sachant que cette question est très pressante, très répandue et qu'à titre de personnes professionnelles dans le milieu des soins de santé axés sur des soins de qualité pour les personnes traumatisées, parce que c'est de ça dont les personnes survivantes ont besoin, dont elles méritent d'un soutien efficace de leur communauté. Oui, j'aime beaucoup que vous mentionniez qu'on ne le fait pas parce que ça nous tente, mais parce qu'on en a besoin. Vous le nommiez beaucoup qu'on ne devrait pas être surpris d'obtenir un soin de santé tenant en compte les traumatismes, mais on ne devrait pas devoir. En fait, beaucoup de personnes survivantes proviennent de communautés qui sont déjà mal desservies par les systèmes sociaux de soins de santé et autres ressources sociales. Laura, est-ce que tu voulais nous parler un peu de ta collaboration dans ce manuel? Oui, donc, en continuant le travail que Farah et Emal avaient fait, Emal, je suis d'accord avec de nombreuses choses que tu as dit, notamment au niveau de la lutte personnelle que cela représente. Ce qui est important, spécialement pour les gens qui proviennent d'une communauté privilégiée comme moi, je crois que c'est une bonne idée de réfléchir à ses propres billets, préjugés et privilèges, à quel type de formation dont elles ont peut-être besoin pour pouvoir soutenir leur communauté étudiante et les survivants, survivantes aux violences basées sur le genre pour qu'ils puissent avoir accès aux services adéquats sur le campus. Une pratique que nous avons retenue dans le manuel, c'est que, par exemple, les personnes qui travaillent dans ces cliniques doivent vraiment faire attention de demander les pronoms des personnes qui viennent les consulter et de communiquer ce type d'informations-là à leurs collègues pour que la personne n'ait pas à le répéter à chaque fois, parce qu'on sait que seulement 21% des personnes victimes d'agressions sexuelles qui s'identifient comme personnes trans deviennent, en fait, sont à l'aise d'aller demander du soutien et de l'aide. Et donc, nous avons besoin de formation en matière d'antiracisme, de soins prenant en compte les traumatismes, de compréhension sur les réalités queer, LGBTQ et comment appliquer ces leçons à notre pratique dans le cadre de notre travail. Je crois qu'il est aussi important de reconnaître l'importance de la collaboration dans ce métier et en fait, échanger avec les étudiants et les étudiantes pour comprendre les réalités étudiantes et les différents besoins de la communauté étudiante. Ce sont eux et elles qui ont leur perspective sur le terrain. Ça peut être très, très aidant de pouvoir adapter nos pratiques et réflexions à leurs besoins et réalités parce que chaque campus aura différentes nuances et réalités. Donc, c'est important d'être au courant des besoins spécifiques de sa communauté. Oui, bien sûr, il n'y a pas de recette magique pour tout le monde. Je crois que
les 3 campus qui sont représentés ici, pour Hillary et Amal, il y a une immense différence entre les besoins de Fredericton et ceux de Ottawa. Et la population des différents campus diffère aussi culturellement et en matière de population estudiantine. Emory, ça pouvait servir de trousse d'outils lorsqu'on parlait seulement de soutien aux personnes survivantes, mais pourquoi est-ce que le sujet spécifique de soutien aux personnes survivantes était important? Pourquoi est-ce que c'est important de préparer ces personnes-là au processus lorsqu'elles s'apprêtent à porter plainte? Oui, merci pour cette question. Nous reconnaissons bien sûr qu'il y a de nombreux cerceaux et étapes qu'il faut accomplir avant de pouvoir obtenir le soin d'un bureau spécialisé en matière de violence genrée. Et donc, ce guide peut servir aux personnes qui travaillent sur le terrain, dans les campus, les travailleuses, travailleurs sociaux ou même les personnes étudiantes qui peuvent elles-mêmes aller télécharger la ressource en ligne pour pouvoir réfléchir à chaque perspective avant d'aller chercher de l'aide professionnelle. Ça peut aider à identifier leurs limites et leurs besoins. En tant que personne grosse, je sais que d'aller dans ce type de bureau en sachant qu'on va me peser, me mettre sur une balance, ça me stresse à chaque fois. Et donc, peut-être que j'y vais pour une grippe ou quelque chose qui n'a rien à voir avec mon poids, c'est toujours mentionné. Et donc, moi, quand je vais chercher des services de soins de santé, c'est toujours un stress. Et donc, le fait de pouvoir aller chercher des soins de santé qui sont axés ou qui prennent en compte ce type de trauma, ça peut faire la grande différence pour moi parce que, par exemple, peut-être que la personne médecin que je vais voir va me dire, ben, on n'a pas besoin de te peser, c'est pas à propos de ton poids que tu viens de nous visiter. Et donc, peut-être que de consulter des gens qui ne réduiront pas mon soin et leur avis médical à mon poids, ben, ça m'aide à savoir quelles sont mes limites pour pouvoir me sentir en sécurité dans un cabinet du médecin. Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'amener un ami, un partenaire, un membre de la famille qui pourrait être avec moi pour être témoin de la séance? Et si c'est le cas, d'avoir une conversation honnête avec la personne quant au type de soutien auquel je m'attends. C'est aussi une bonne façon d'avoir un œil alerte sur les symptômes. Par exemple, les praticiens, praticiennes du service de santé pourraient nous demander quand est-ce que tes symptômes ont commencé, quel type de traitement as-tu déjà suivi, et donc pouvoir articuler ça à l'avance, ça aide la personne survivante à se sentir préparée, se sentir plus forte et plus présente lors de ces rendez-vous. Il y a aussi des enjeux de qu'est-ce qu'on veut amener. Est-ce qu'on veut avoir une bouteille d'eau, des collations? Souvent, lorsqu'on fait ces consultations, les personnes survivantes disent combien c'est difficile de devoir enlever leurs vêtements, de se mettre un sarrau vert. Et donc, cette idée de laisser les personnes survivantes amener leur propre grand chandail à porter ou peut-être leur robe de chambre, juste pour que ce soit un peu plus confortable pour eux de faire le processus. Et là, je ne parle pas d'idées révolutionnaires, c'est juste quelques petites étapes qu'on pourrait prendre pour donner un peu plus d'agentivité et d'autonomie aux personnes survivantes lorsqu'elles font ce type de rencontre avec les médecins ou avec les services de soins de santé. Pour de nombreuses personnes survivantes, la partie de l'incertitude, c'est ce qui est le plus traumatisant, de ne pas pouvoir planifier à l'avance, parce que c'est ça qui se passe dans ce système de santé, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur les différentes étapes et les différents procédés. Et donc, je crois que oui, ce que tu viens de proposer, c'est très, très intéressant de pouvoir réfléchir à des façons de base dont on peut donner la chance aux personnes survivantes de se sentir plus en sécurité lors de leurs interactions avec le système de santé, comment faire plus de place à leurs besoins. Amal, pour toi, est-ce que tu as des outils spécifiques qui proviennent du guide qui peuvent t'aider à soutenir les personnes survivantes dans ton travail? Oui, en fait, comme Hillary, je crois que de bien préparer les personnes survivantes à leur rendez-vous, c'est important. Pour moi, ce qui m'est resté en tête, c'est l'importance de prendre des notes. Des fois, les rendez-vous peuvent aller tellement vite que l'information nous rentre par une oreille et sort de l'autre. Ça peut être un peu intimidant. Et donc, je crois que l'option de prendre des notes
que ce soit par écrit ou sur votre téléphone. Et dans le manuel pour les personnes survivantes, il y a un modèle à la fin du manuel pour les personnes survivantes qui auraient envie de prendre des notes papier pendant leur rendez-vous. Et donc, je crois que d'avoir ce type d'informations accessible en main après le rendez-vous, ça peut être aidant parce que ça arrive souvent que ce type de rendez-vous soit difficile à vivre et que ça aille assez rapidement et donc on finit par ne pas retenir grand-chose. Et aussi pour faire du pouce sur le point de Hillary par rapport aux personnes qui font du soutien direct, dans le manuel, l'un des conseils que nous partagions, c'est de poser des questions, mais je veux aussi reconnaître que de poser des questions, ça peut être vraiment difficile et ça peut faire peur parce que ça peut changer la nature de votre relation avec votre médecin. Et donc, moi, ce que je fais dans ma vie privée, c'est que lorsqu'on va voir le médecin, souvent, c'est nous qui posons les questions pour la personne qui consulte. Juste pour être cet intermédiaire, offrir cet intermédiaire. Parce que sur le coup, souvent, le fait d'assimiler toutes les informations, c'est difficile. On n'est pas toujours prêt à poser plein de questions et on est parfois pris de court. Donc, le fait d'avoir une personne alliée dans le cabinet qui peut poser les questions à notre place, ça peut être très aidant. Aussi, au niveau des limites, une partie de cette conversation, c'est que lorsque vous posez des questions, vous pouvez aussi exprimer quelles sont vos limites non verbales. Voici les gestes que je pourrais faire lorsque j'ai besoin que tu prennes une pause, que tu poses une question. Par exemple, je vais lever ma main gauche pour que tu saches que je veux que tu prennes une pause et que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe après l'étape actuelle. Verbalement, je pourrais te demander, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Donc, voici quelques-unes des suggestions que vous trouverez dans le manuel. Et pour revenir à la question, sur les questions à poser, je crois que moi, je dis souvent, il faut demander à la personne combien est-ce que cette prescription coûte? Est-ce qu'il y a une prescription moins dispendieuse? Est-ce que je peux la trouver à Costco? Est-ce que ça va être couvert par ma prescription, par mes assurances? Parce que ce qui est terrible, c'est quand on obtient enfin notre prescription, on arrive à la pharmacie, on réalise qu'on n'a même pas les sous pour se payer le médicament. Et donc, je crois que de poser ces questions lorsque l'information ne nous est pas présentée, ça peut être quand même aidant d'avoir cette liste de questions à poser. Voici quelques-unes des choses qui me sont restées en tête du manuel, mais il y a de nombreux aspects du manuel qui peuvent être aidants pour de nombreuses personnes. On peut le télécharger, l'imprimer de chez soi, de son bureau et en garder des copies un peu partout. Oui, j'adore que vous mentionniez que ce soit un manuel pour les personnes survivantes, mais aussi pour les personnes qui travaillent avec les personnes survivantes pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et faire un plan de match ensemble. Parce que souvent, on se sent isolé et seul avec ces processus. Ça peut être quand même assez intimidant de commencer à répondre à ces questions. Laura, pour toi, qu'est-ce qui t'est vraiment resté en tête de ce manuel? Pour moi, c'était la partie sur comment planifier le soin de soi après un rendez-vous. Par exemple, réfléchir à de quoi on aura besoin pour se sentir à l'aise après ce type d'expérience, comme par exemple, ça peut être de s'entourer de personnes de confiance, apporter quelqu'un de confiance au rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, peut-être prendre une entente pour rencontrer quelqu'un au sortir de votre rencontre. Si vous soutenez quelqu'un, peut-être réfléchir à comment vous voulez comparer vos notes, que ce soit directement après la rencontre ou peut-être aurez-vous besoin d'un petit moment pour revenir à vous, aller prendre une marche, peut-être écouter une émission. Et quand vous êtes prêt ou prête, c'est un bon moment pour revenir sur le rendez-vous, comparer vos notes et passer aux prochaines étapes. C'est aussi bien de réfléchir à qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie et de s'assurer d'en avoir des sources rapides et proches de soi. Pour moi, ça peut être une chandelle parfumée. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'aller dans un café qui vendait des biscuits merveilleux et j'y allais souvent après mon rendez-vous médical. J'y allais souvent avec la personne qui me soutenait lorsque j'allais à ces rencontres. Et donc, ça rendait l'expérience toujours un peu plus facile. Et c'est aussi vraiment important de garder un œil sur ses sentiments, prendre un moment pour se prendre contact avec soi-même, se connecter à soi-même.
réfléchissez à vos limites. Est-ce qu'elles ont été respectées? Est-ce que vous vous êtes senti validé, écouté? Et il faut aussi savoir que c'est correct de sortir d'un bureau de médecin si on a l'impression qu'on n'est pas respecté par le médecin. Et c'est aussi correct, c'est complètement dans votre droit de demander à parler à quelqu'un d'autre si vous n'avez pas été satisfait par les services de la personne que vous avez vue la dernière fois. Merci beaucoup de mentionner ça. On se fait toujours enseigner que les médecins, ce sont eux qui savent et qu'on ne doit pas les contester. Je crois que c'est important de savoir qu'on a le droit, qu'il faut être ferme et exiger le type de soins dont on a besoin. En parlant des personnes qui donnent des soins de santé, je vais demander à Amal et Hilary, en tant que personne qui fait du soutien continu pour les personnes ayant subi des violences sexistes, quel est un plan d'intervention que vous avez appris de vos dernières clients-clientes qui vous ont inspiré à la rédaction de ce manuel? Hilary, tu voudrais commencer? Oui, et bien pour moi, je savais que quelqu'un allait chercher un rendez-vous pour à l'hôpital pour un ultrason intervaginal, mais la personne n'avait pas réalisé que quelque chose serait inséré en elle pour cette expérience. Et puisque ça n'avait pas été communiqué à l'avance, la personne a eu l'impression d'être dérobée de son choix et de son autonomie lors du rendez-vous. Et pour n'importe quelle procédure qui implique pour n'importe quelle procédure qui implique l'insertion d'un objet extérieur dans le corps, je crois que c'est une question qui se pose, qui doit être informée à l'avance, et les personnes qui ont déjà vécu de la violence sexiste peuvent se faire sentir vraiment dérobées de leur pouvoir et de leur agentivité lors de ce type d'expérience-là. Amal? Oui, je pense beaucoup aux échanges que j'ai avec les personnes qui viennent me voir dans mon bureau, les personnes survivantes. Et des fois, on me demande est-ce qu'il y a un médecin musulman à qui je peux parler ou est-ce qu'il y a un médecin noir à qui je peux parler ou je vais devoir aller voir quelqu'un hors campus. Voici certaines questions qui me gardent en tête lorsque je pense à ce type de guide pour l'accompagnement. Lorsqu'on télécharge ce type de manuel, je sais que ce n'est pas nécessairement vu comme étant quelque chose de trop créatif, mais ce n'est pas moins nécessaire et important pour les personnes survivantes afin que nous puissions continuer de réfléchir au type de soins qui est aidant. Est-ce que je vais devoir aller chercher des soins à l'extérieur du campus s'il n'y a pas de docteur non blanc? Ce sont des questions qui reviennent souvent, donc je veux revenir à ce sujet un peu davantage plus tard, mais voici quelques-uns des sujets et des questions qui me tiennent vraiment à cœur dans le cadre de mon travail. Oui, c'est tellement crucial que les personnes survivantes puissent exiger le soin dont ils ont besoin. Et cet exemple précis du petit spéculum, il est possible d'apporter son propre spéculum et se faire dire par les médecins que non, non, ça c'est la bonne grandeur, mais c'est dans notre droit d'amener son propre spéculum, là, ses interventions et ses examens vaginaux. Donc, ce n'est pas juste le savoir des personnes professionnelles de la santé, mais bien aussi les connaissances des personnes survivantes qui savent de quoi elles ont besoin, qu'est-ce qui marche bien pour elles et le fait qu'elles écrivent leurs expériences, spécialement pour les personnes autochtones, noires ou non blanches qui se font constamment invalider dans les bureaux du médecin. Même chose pour les personnes trans. Donc, le fait de se faire refuser les soins de santé, c'est aussi un grand moment de traumatisme. Donc, le manuel pour les professionnels de la santé, qu'est-ce qu'on retient de ce manuel spécifique? Il s'agit donc d'un outil différent. Et je dirais que lorsque Hilary a commencé ce projet,
on a dû faire un processus de priorisation parce qu'on voulait tellement parler de tout et c'est une conversation tellement grande et complexe. Mais il s'agit d'une seule conversation parmi d'innombrables conversations que nous devrons continuer de tenir à propos de la violence basée sur le genre. Donc, Hillary, qu'est-ce qui t'est resté en tête à propos du manuel pour les personnes professionnelles de la santé? Eh bien, pour moi, c'était les propositions concrètes de ce qu'on peut faire même avant que la personne cliente arrive. Et nous avons aussi l'occasion, à titre de praticien, praticienne de la santé, de voir des études de cas qui offrent l'occasion aux praticiens, praticiennes de réfléchir aux considérations de leurs patients d'une façon qui peut les intervenir à réfléchir de façon critique à leur type d'intervention, de réaction. Et donc, le fait d'avoir cette pratique, c'est vraiment une chose de l'avoir sur papier, c'en est une autre de le faire concrètement et de la mettre en action, en pratique sur le terrain. Donc, ce n'est pas juste une théorie, c'est vraiment la façon dont on agit. Oui. Et pour toi, Laura, qu'est-ce qui t'est vraiment resté en tête dans ce deuxième annuel? Eh bien, personnellement, je dirais que c'est le fait que chaque membre du personnel peut utiliser ce guide, pas juste les médecins et les infirmières, mais que ce soit les gens qui sont dans des positions d'administration, de coordination, etc. C'est vraiment un outil qui est destiné à quiconque est intéressé à bâtir des espaces sensibles autrement. Et donc, il y a des sections spécifiquement pour le personnel administratif. Il y a aussi des instructions sur comment créer un espace physique rassurant. Et ça souligne aussi l'importance de former chacune des membres du personnel sur le soin de santé tenant en compte des traumatismes parce que chaque membre de la communauté joue un rôle dans ce sens. Donc, je croyais que c'était vraiment intéressant de voir que chaque membre du personnel peut prendre le temps de faire le tour de ce manuel, d'en lire les différentes sections et de vraiment réfléchir à comment ils peuvent impliquer des approches sensibles autrement dans leur rôle et leur position, alors qu'on continue de développer cette capacité à donner un soin prenant compte des traumatismes. Effectivement, chaque personne joue un rôle différent et ça prend chaque partie du système de santé pour pouvoir changer le discours et la mentalité. Donc, Hillary, si on reprend ce que tu disais sur les personnes grosses, on voit que les images dans les centres de services de soins de santé, on voit qui est représenté et qui ne l'est pas. Trop souvent, c'est une version réductrice de qui doit être représenté. Il y a très peu de conversations sur comment on met de l'avant différentes personnes et donc comment faire pour que chaque personne survivante se sente les bienvenus. Amal, qu'en est-il de toi en tant que praticienne de la santé? Eh bien, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est au début du manuel, il y a un paragraphe sur le rôle unique des centres de soutien des survivantes sur les campus. Donc, on en a déjà parlé un peu. Il y a tellement d'étudiants et d'étudiantes qui ont besoin des services que nous offrons. Nous savons qu'en Ottawa, il y a un immense manque de professionnels de soins de la santé et ça fait en sorte que les soins offerts sur le campus offrent un service encore plus essentiel. Donc, c'est gratuit, c'est accessible, c'est directement sur les lieux du campus. Mais on sait aussi qu'on a un manque d'employés à tous les différents paliers pour pouvoir en venir à un service complet et suffisant. Parmi les éléments qui me retiennent en tête, c'est par rapport aux différentes expériences des personnes survivantes. Par exemple, si vous êtes une personne étudiante de l'international, ça peut être la première fois que vous faites faire des processus de plainte ici.
Et même si vous venez d'ici, que c'est votre première fois, ça peut être très confondant de savoir à qui s'aborder, qui s'adresser quand on est seul pour savoir quelle démarche faire. Aller à un rendez-vous de médecin seul alors qu'on vient de vivre une expérience traumatisante, ça peut aussi être très demandant. Donc, je sais qu'on en a déjà parlé un peu lorsqu'on faisait ce manuel ensemble, mais le travail qu'on peut faire en tant que centre de soins des personnes survivantes, c'est un travail essentiel qu'on fait et peut-être que c'est une bonne idée de se rappeler en quoi c'est tellement essentiel pour tellement de personnes. Et l'une des choses que je voulais mentionner, moi, je travaille à un bureau de réaction aux violences sexuelles sur le campus et je travaille avec différents bureaux de services aux étudiants et le travail qu'on fait et la collaboration de ces différents groupes est très nécessaire. Il y a de nombreuses considérations intersectionnelles à avoir lorsqu'on réfléchit à notre réaction aux violences sexuelles. Donc, par exemple, si on lit un soin de santé, un point de service de soins de santé, c'est important de travailler en collaboration parce qu'il y a des risques de santé associés à des agressions sexuelles, comme par exemple lorsque les infirmières et les médecins parlent d'un soin de manière plus holistique, on arrive à avoir des échanges constructifs et à travailler ensemble pour pouvoir trouver des solutions qui sont adaptées au contexte. Par exemple, lorsqu'il y a des bonnes formations qui sont suivies en matière d'antiracisme, on peut se partager des noms de formateurs, formatrices, etc. Donc, cette relation de collaboration, j'y ai pensé beaucoup. Et lorsque nous montions ce manuel, ça faisait un peu partie des affirmations que nous avons eu envie de faire, c'est de mettre de l'avant le fait que nous avons des relations efficaces qui peuvent organiser un service de soins de soutien qui soit efficace et compréhensif. J'aime beaucoup ce lien que tu fais pour en revenir à cette conversation que nous avions sur Possibility Seeds, le titre de podcast, et nous avions parlé avec Dr. Miteshekwa, qui est professeure à l'Université de Toronto et elle travaillait précédemment avec un soin de service de santé spécifique pour les personnes noires, les femmes noires au Canada. Et elle disait que la majorité des clientes qui venaient au point de service arrivaient là parce qu'elles parlaient de violence, mais elles venaient pour voir un médecin, elles n'allaient pas à un service contre la violence sexiste. Donc, il faut voir les docteurs et les professionnels de la santé comme des alliés dans cette lutte. Et il y a aussi un pouvoir, là, un potentiel, là, un potentiel d'agir qui est quand même assez intéressant. J'ai l'impression que ça aurait dû être la première question. On va la poser en dernier. Il y a beaucoup de jargon des fois dans le secteur de lutte contre la violence sexiste, comme différents secteurs, on a chacun nos argots, nos dialectes, mais on a tous parlé beaucoup de trauma ici et des soins axés sur la compréhension du trauma, la sensibilité au trauma. Et donc, je voulais vous demander, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important? Parce que souvent, on parle de soins prenant en compte les traumatismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Laura, quand tu as travaillé ce travail il y a quelques années, ça faisait une grosse partie des recherches que vous faisiez et des échanges que vous teniez. Oui? Cette conversation sur la violence est très importante parce que lorsqu'on parle uniquement de soins prenant en compte les traumas, eh bien, on travaille avec le postulat que tout le monde a vécu un type de traumatisme sexuel qui les impacte. Donc, plutôt que de demander qu'est-ce que la personne traverse, on peut lui demander plutôt, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et la façon dont on réagit à ces questions, ça peut être une réaction au trauma plutôt qu'à la question en soi. Et donc, le fait de se concentrer uniquement sur le soin, prenant en compte les traumatismes, on manque la critique de la violence, de l'oppression et la façon dont les différents individus font face au système d'oppression, donc que ce soit au niveau du genre, de la race, du statut économique, etc. Donc, il y a différents facteurs qui s'interrelient pour influencer la qualité ou l'accès aux soins auxquels la personne aura accès. Et donc, je suis heureuse qu'on ait pu inclure cette distinction entre les soins axés sur les traumatismes et euh, qu'on ait pu séparer donc la vulnérabilité et le soin
prennent en compte des traumas et la façon dont la violence systémique se perpétue. Oui, et donc, comment prendre cet élément de position sociale pour l'adapter à notre travail. Donc, oui, ce n'est pas juste une question de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'est arrivé, mais aussi qu'est-ce qui arrive à ta communauté et quel type de violence est-ce qu'on te fait subir collectivement. Oui, et ce que j'aime du manuel pour les professionnels de la santé, c'est que ça aborde la violence systémique d'un point de vue interpersonnel, donc des questions qu'on peut se poser soi-même. Comment le racisme et le colonialisme sont-ils perpétués dans les systèmes de soins de santé? Quels sont les clients qui ont accès à mes services? Avec quelle communauté suis-je en interaction quand je soigne ces clients? Donc, comment sortir de cette perspective strictement individuelle pour avoir une perspective collective? Parce que lorsqu'une seule personne est affectée par un trauma, toute sa communauté est affectée. Donc, il faut garder ça en tête et je crois que c'est très important. Et ce sont de très bons principes à adopter. À la fin du manuel, lorsqu'on parle du soin tenant compte des traumatismes au niveau collectif, eh bien, ça m'amène à la question de comment prendre soin les uns des autres. C'est une question qui peut être très difficile. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent à la clinique de services de santé pour les personnes qui survivants d'agressions sexuelles travaillent sans arrêt. Il y a peut-être 5 ou 6 plaintes par jour. C'est énormément de travail et c'est très difficile. Donc, je crois qu'il y a certains conseils à la fin du manuel qui peuvent aider à réfléchir à cette pratique d'une façon qui est sécuritaire pour soi, qui nous permettent de se sentir soutenus, mais aussi comment faire ce travail pour les personnes qui ont le besoin de plus de soutien, comment ne pas laisser tomber les personnes qui ont moins accès aux privilèges et aux services de soutien que les autres. Et donc, la perspective intersectionnelle, mais aussi s'assurer de continuer à faire du mieux qu'on peut tout en continuant de se sentir soutenu et vu par les membres de son équipe. Laura, je te demanderais maintenant de prendre la parole. Oui, pour moi, une grosse partie du soin prenant en compte les traumatismes, c'est le socle angulaire de la relation bâtie sur des fondations de confiance, tout en prenant en compte que les traumatismes peuvent affecter la capacité à tisser des liens de confiance. Le traumatisme peut vraiment grandement affecter la capacité relationnelle d'une personne et donc les membres de nos équipes de travail jouent un rôle important en matière de construction de la confiance. Comme Amal le mentionnait il y a quelques minutes, il s'agit peut-être de la première initiative strictement étudiante qui concerne les soins basés sur une compréhension des traumas au Canada. Et donc, la capacité d'appeler quelqu'un au téléphone qui a de la compassion, qui ne juge pas et avec qui on peut établir un lien de confiance dès le départ, c'est très, très important. Et je voulais aussi mentionner à quel point les relations sont fondamentales dans ce type de soins. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est une grande vérité. La partie des relations est cruciale. Les clients et les clientes ne font pas seulement que bénéficier des services, mais ils participent aussi à l'élaboration de ces soins. Maintenant, je ne veux pas perdre trop de temps. Il nous reste 10 minutes pour la séance de partie des questions et réponses. Nous avons Martha qui est ici. Nous avons envoyé un lien vers son site web. Il y a Martha Loco qui a écrit une partie des trousses d'outils et nous avons aussi Dr. Martha qui est à l'Université de Nouveau-Brunswick comme assistante de recherche clinique sur la santé reproductive. Elle est aussi scientifique en Nouvelle-Écosse et fondatrice de Wellness Within, une organisation pour la santé reproductive, la seule organisation canadienne dédiée à défendre les droits des personnes en matière de justice reproductrice.
Elle a aussi rédigé un titre très pertinent l'an passé. Nous sommes très heureuses de l'avoir avec nous pour cet échange à titre de clinicienne et en titre de membre de la communauté. Donc, je sais que nous avons des questions. Comment est-ce que ce manuel peut être utilisé dans les commissions scolaires? Eh bien, les commissions scolaires ont souvent une équipe axée sur la santé physique et mentale. Et nous avons différentes personnes qui font déjà ce travail-là. Donc, oui, c'est une partie importante de la division de travailler avec des écoles secondaires parce que de passer du mode d'attaque réactif à soutenir un objectif à long terme, c'est vraiment essentiel. Et donc, lorsqu'on a des étudiants et des étudiantes qui viennent avec un dévoilement d'incidents, plutôt que de l'envoyer faire un paquet d'autres démarches pour obtenir des procédures judiciaires, la première chose qu'on lui demande, c'est de quoi as-tu besoin pour te sentir mieux et centrer ce besoin-là pour pouvoir l'aider à passer à la prochaine étape. Donc, par exemple, si on fait affaire avec quelqu'un dont les parents ont besoin de soutien physique, médical à l'extérieur de la maison, ça peut être vraiment aidant. Et des fois, dans les commissions scolaires, on ne voit pas la nuance entre ce type de questions et des questions plus génériques. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant qu'on passe à d'autres choses? Je vois peut-être une intervention. Je crois que oui, nous avons réussi à répondre à toutes les questions. Maintenant, je vais vous laisser avec une dernière question pour nous donner le temps de bien clore la séance. Pour les trois collaboratrices, les trois panélistes qui faites ce travail, vous faites un travail très difficile. Je sais que je vois que Hillary et Amal, vous avez toutes les deux été impliquées dans ce travail sur le terrain depuis le début. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, de la joie dans ce travail? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer d'avancer? À part Love is Blind. Moi, je peux y aller? Oui. Moi, je me sens très privilégiée d'être en position de pouvoir travailler directement sur le terrain avec les personnes survivantes, d'entendre leurs récits, les soutenir dans leur processus, mais aussi de pouvoir participer à ce type de rencontre pour pouvoir défendre leurs intérêts, soutenir les personnes survivantes dans l'entièreté du processus et pouvoir leur dire, après, voici quelques façons dont on réussit souvent. Voici quelques autres suggestions qui auraient besoin d'un peu plus de travail. Et donc, de redonner cette agentivité, ce pouvoir aux personnes premières concernées et aussi de pouvoir avoir des processus administratifs qui sont mis en valeur et qui sont respectés. Ce sont tous des pierres angulaires du travail qu'on fait. Et je crois que ça fait partie d'une approche saine et intégrale qui me satisfait, que je trouve très précieuse. Et je crois que sans ce type de soutien, ça aurait été très difficile de faire mon travail. Oui, moi, je pense très souvent aux moments plus doux où le travail se passe peut-être un peu plus derrière les portes closes. Je crois que des fois, ça peut être très difficile de toujours garder l'œil ouvert sur les avancées des différentes formations et des différents progrès en matière de justice sociale. C'est beaucoup de travail, mais quand j'obtiens un courriel qui me dit OK, telle requête a été acceptée, ça me fait un baume au cœur. Ou quand il y a quelqu'un qui me contacte pour pouvoir juste avoir une conversation de base, ça me plaît beaucoup. J'adore pouvoir avoir des conversations et avoir des échanges plus décontractés. Ce sont les moments qui, pour moi, sont très nourrissants, qui me donnent envie de continuer. Comme tu le disais, Farrah Love is Blind aide aussi beaucoup, mais ce n'est pas la première chose. Ce n'est pas la chose centrale qui m'aide, mais ça ne nuit certainement pas. Merci beaucoup. Et toi, Laura, qu'en est-il? Pour moi, c'est la communauté qui me tient en forme, qui me donne de l'espoir, qui me garde active. C'est
tellement magnifique de voir le nombre de personnes qui font ce type de travail dans la communauté. Quand je travaillais dans une organisation communautaire qui travaillait en soutien avec les personnes survivantes en milieu rural, des fois, la communauté était assez isolée, mais de pouvoir participer à ce projet avec de nombreuses personnes à travers l'île de la Tortue du Canada, ça me donne beaucoup d'espoir. Et le fait de pouvoir parler d'épuisement, de besoin de pause et de savoir qu'on n'est pas seul avec ces sentiments, qu'on n'est pas seul à faire ce travail, c'est très important. Et donc, pour moi, oui, c'est vraiment la communauté qui me donne le plus d'espoir. J'adore. Merci, Laura. Et oui, je crois que tout le monde a mentionné le fait de ne pas travailler en isolement, que c'est un travail de communauté, que c'est toujours axé sur les premières personnes concernées et le fait d'avoir un lien sain et efficace avec les premières personnes concernées nous aide vraiment à continuer. Ce manuel est un projet continu en perpétuelle évolution. Donc, si c'est une ressource qui vous intéresse et que vous avez l'impression qu'il y a certaines questions qui manquent, n'hésitez jamais à contacter Possibilité Seeds avec vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Nous sommes toujours heureuses d'avoir vos commentaires. J'aimerais remercier Hilary d'avoir tenu ce projet jusqu'à la fin. C'était vraiment génial de pouvoir travailler avec toi sur le communauté consultant. Merci beaucoup pour ton travail et ton implication depuis 2021 dans ce projet. Merci pour le travail que tu as fait pour établir les fondations de notre pratique. Je veux remercier Amal, Anouk, de nous avoir aidés à tenir ce projet jusqu'à la fin pour que nous puissions enfin avoir accès à cette ressource excessivement intéressante qui pourra aider de nombreux autres groupes. Gardez l'œil alerte. Nous le ferons circuler de façon publique sur Internet dans les prochaines semaines. Donc, gardez l'œil ouvert. Donc, avant de partir, je voulais aussi mentionner Brittany, Abriana et Anuth Adrienne, les interprètes et nos traducteurs-traductrices, ainsi que Emhold et Maya qui ont fait tout le travail logistique pour la tenue de cette rencontre aujourd'hui. Je veux aussi remercier Bailleurs de Fonds Canada, Affaires mondiales Canada, le ministère des Affaires de la condition féminine du fédéral pour leur soutien continu et le financement de ces activités. Merci beaucoup à tous et toutes et passez une excellente fin de journée.